Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous l'avez donc probablement déjà vu, Mediapart a sorti un très très long article sur Dany, de Dany Raz, dans lequel il relate des faits de viol présumés par une de ses ex-compagnes, dont il nous avait dit qu'il l'avait simplement harcelé sur Facebook quand il avait 18-19 ans. Ça relate aussi les faits des faits de violence psychologique présumés décrits par Christa. Et l'article relate beaucoup d'autres choses, donc ça va être un épisode assez long, parce qu'on va faire la lecture de cet article écrit par Marie Turcan, enfin cette enquête, et Khadija Zerouali. Dany Raz avait choisi de réagir par l'offensive suite à la publication du témoignage de Christa et d'essayer de contrôler le narratif. Et on a été quelques streamers et vidéastes à essayer de vous mettre en garde sur les éléments de langage qui étaient avancés. Et puis, Dany Raz avait beaucoup utilisé de métaphores un peu christiques, qui n'a jamais péché, jette la première pierre, etc., pour laisser sous-entendre qu'en réalité, ce qui était décrit par Christa n'était pas très grave. Les streamers et les tweetos qui ont choisi de donner beaucoup de considération au témoignage de Christa et d'expliquer qu'ils soutenaient Christa et qu'ils étaient en désaccord avec Dany se sont retrouvés dans une position assez particulière. Je commence la vidéo par vous parler de ça. Pourquoi? Non pas parce que je pense que ce sont les gens qui ont soutenu Christa qu'il faut plaindre, les victimes, ce sont les victimes qu'on va lire dans l'article de Mediapart, présumé en tout cas. Simplement pour que vous compreniez quelque chose d'emblée, c'est que la stratégie agresseur nous explique et nous apprend que pour pouvoir agresser, l'agresseur a besoin de renfort, d'accord? Il va avoir besoin de soutien et donc toutes les personnes qui ne vont pas aller dans son sens vont être considérées comme des ennemis, il va falloir les mettre de côté. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire taire des gens qui parlent sur Internet, qui parlent sur leur chaîne YouTube, qui parlent sur, je sais pas, Twitch, qui parlent sur Twitter. Et donc, les personnes qui n'ont pas soutenu Dany se sont vues agressées verbalement, dénigrées, moquées, humiliées, insultées, parfois menacées, de temps en temps. Et des exemples, il y en a eu vraiment beaucoup. Vous prenez l'exemple, par exemple, de Iéna, qui avait posté un tweet très intéressant sur la façon dont les structures, l'organisation du travail peut amener à produire de la violence systématique sans même qu'on s'en aperçoive. Tout son discours a été annihilé parce que vous aviez, je ne sais plus qui, c'était Moufette qui avait prétendu que, en fait, Iéna voulait du tort aux prostituées. Enfin, je veux dire, c'est exactement comme dire du NPA, vous luttez contre l'exploitation des travailleurs, donc vous luttez contre les travailleurs. Bref, donc il fallait faire de Iéna une ennemie politique pour qu'on n'ait pas à écouter ce qu'elle disait. Bad Mulch fait un live dans lequel il explique qu'il soutient Christa et qu'il est en désaccord avec ce qui s'est passé avec Dany, il se retrouve dans la playlist de Léo parmi les faux prophèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Moquer Léo, qui a considéré d'ailleurs, bien évidemment, que tous les gens qui ont défendu Dany étaient des vrais féministes. Vous voyez? Ça, c'est le féministe de Léo. C'est le féministe des gens de la Zawa. Si vous soutenez les actions de Dany, vous êtes un vrai féministe. Mais si, comme Bad Mulch, vous avez eu le malheur de vous positionner directement contre Dany, alors vous êtes un faux féministe, vous êtes un faux prophète. Et puis les gens qui ont tenté d'avoir des positions un peu neutres, comme Paduring, c'est un peu des gens, voilà, on sait pas trop, ils sont pas réellement féministes, quoi. Alors, bref. Il y a eu des personnes qui ont été plus ou moins menacées, de plaintes en diffamation, enfin ouvertement menacées, etc. Vous avez eu, voilà, toute cette série de réactions violentes. Donc ça, c'est du recrutement d'alliés. Ça envoie un message fort. Si vous n'êtes pas du côté de Dany, vous êtes un adversaire, et Dany et Raz étant au top de la chaîne alimentaire des chaînes de gauche sur Internet, ils peuvent faire ou défaire une carrière. Donc ça envoie un message. Voilà ce qu'on va vous faire si jamais vous ne défendez pas Dany. Et donc vous êtes retrouvé avec toute une série de streamers et streameuses beaucoup plus petits que Dany et Raz qui les ont défendus. Parce que quelle autre alternative finalement si vous voulez exister en ligne? Alors c'est terrible. Est-ce que j'ai de la colère contre ces personnes-là qui ont ménagé la chèvre le chou et qui n'ont pas dit franchement qui soutenaient Christa? Est-ce que j'ai de la colère contre Troublante Acide qui a démoli Bad Mulch pour ses prises de position et qui par contre elle a un peu défendu Dany? Oui, bien sûr j'ai de la colère. Est-ce que j'ai de la colère contre Emoden qui a ménagé la chèvre le chou puis qui allait sur leur live en disant après que en fait elle n'avait pas toute l'histoire? Oui, bien sûr j'ai de la colère parce qu'il n'y avait pas besoin d'avoir tout l'article de Mediapart, on avait un témoignage de Christa, il se suffisait en lui-même et vous avez décidé qu'il ne se suffisait pas en lui-même. Donc oui, j'ai de la colère contre ces gens-là. Maintenant, mon opinion très intime, c'est que si sur les réseaux sociaux vous allez demander des comptes à ces personnes-là, en fait, vous valez pas grand-chose. Je suis désolé de vous le dire, vous avez le droit de vous sentir en colère du fait que
des streamers ou des streameuses que vous avez suivis, en particulier des streameuses, n'aient pas pris la position que vous le souhaitez, vous avez le droit d'être en colère par rapport à ça. Mais là, on est dans le cas où vous avez des streamers, 3 streamers, Dany, Raz et Cassandre, qui sont visés par une enquête de Mediapart pour des faits quand même relativement graves, des faits présumés de viol, de violence psychologique, de harcèlement, d'injures à caractère raciste, misogyne, vous allez voir, hein, des choses assez sérieuses. Et vous allez demander des comptes à des femmes? Non mais je veux dire, vraiment, que vous soyez en colère sur le fait que les gens n'aient pas pris exactement les bonnes décisions, les prises de position les plus radicales, je peux l'entendre, je suis moi-même en colère contre pas mal de personnes actuellement. Par contre, on va pas aller leur demander des comptes, ok? Si ces personnes-là, là, aujourd'hui, disent, bon bah merde, punaise, avec ce qui sort, évidemment que je soutiens les victimes, ok, c'est bien. On aurait préféré que ces personnes-là soient parfaites dès le départ. Bon, c'est pas le cas. Voilà, c'est des camarades, il faut arrêter d'aller les titiller. Mais je voulais vous rappeler ça, pourquoi? Pour que vous compreniez que ce que l'article de Mediapart va décrire, c'est comment, du coup, ces comportements-là en interne peuvent avoir lieu. Et moi, je voulais vous raconter comment ces comportements en externe peuvent être tolérés. Ce qu'ils ont mis en place, Dany et Raz, pour faire en sorte que leur comportement soit un peu tu autour d'eux, pour recruter des alliés, pour mettre à distance et décrédibiliser. Là, je ne sais pas si vous avez suivi Wissam qui a, je sais pas, massacré la Padutine pendant je sais pas combien de jours, en boucle, soi-disant sur des désaccords épistémologiques qui auraient pu se régler en live à la bonne franquette. Bon, on comprend, en fait, hein. Ils n'ont pas tenu des positions qui ont soutenu Dany, donc ils ont été démolis par quelqu'un dont le patron est accusé de VSS. Voilà, je voulais vous rappeler ça. Je voulais vous rappeler ce contexte pour que vous compreniez pourquoi, sur Internet, vous avez eu des prises de position qui ont été des prises de position parfois timides, pourquoi vous avez eu des personnes qui ont choisi de défendre Dany malgré le témoignage de Christa, et pour que vous preniez, pour que vous réalisiez que toutes les personnes qui se sont positionnées en faveur de Christa se sont fait rentrer dedans assez sévèrement, quoi. Et ça leur permet du coup de verrouiller le narratif à l'extérieur, pour que les gens ne parlent plus de ces choses-là. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a essayé de comprendre pourquoi tous les gens qui avaient autour de la Zawasphère ont pris des prises de position qui les ont amenés à subir de la violence de ce groupe, ou du coup se sont rangés du côté de Dany. Qu'est-ce qui s'est passé au sein de la Zawa pendant ces années? Et ça, c'est le fond du coup de l'article de Mediapart, et c'est ça qu'on va lire ensemble. Le titre, c'est Violences psychologiques et sexuelles. Des femmes accusent Dany Caligula, le streamer montant de la gauche française. Mediapart révèle qu'une ex-compagne du streamer Dany Caligula l'accuse de viol. Une autre fait état de violences psychologiques. Le vidéaste populaire à gauche qui a construit une partie de sa carrière sur sa croisade contre la gauche morale nie une grande partie des accusations. Donc déjà soutien à la plaignante qui parle de viol, soutien bien évidemment à Christa, c'est celle qui parle des violences psychologiques. Mais vous allez voir qu'il y a eu beaucoup de victimes collatérales, hein, beaucoup. Le fond de l'article n'est pas que ça, hein, donc soit je vous invite à le lire entièrement, soit à rester, et vous allez voir que c'est assez accablant ce qu'on va lire. Il aurait pu s'agir d'un micro-événement, comme il y en a souvent dans l'univers du streaming. Un influenceur annonce qu'il va faire une pause, puis réapparaît quelques semaines plus tard, en l'occurrence c'était 5 jours plus tard. Mais l'aller-retour en ligne de Dany Caligula est la pointe d'un iceberg qui s'étend sur une décennie. Un aller-retour qui s'est manifesté en plus de ça par une manifestation joyeuse, qui ressemble beaucoup à la défense Bégodeau. Moi, je me souviens de ce live où Dany et Raz, je crois que c'est que la deuxième fois qu'ils reviennent ensemble après que Dany se soit mis en retrait pendant une semaine, font un live, et puis vous avez Ilyes qui rentre dans la pièce alors qu'on est en pleine affaire de VSS, c'est de violence psychologique, et qui rentre en mode Matudi, oh, en faisant la fête et en dansant, et puis Raz qui commence à exulter, à jouer de la guitare derrière, Moufette qui est en train de faire une blague sur « Alors attends, je vais te rendre le casque sur lequel tu m'as mis sous emprise ». Et on se dit, punaise, vous êtes actuellement accusé de violence d'emprise, vous êtes déjà en train d'en rire, donc en plus de ça, il y a eu un retour joyeux. Voilà. Oui, on a été accusé, notre patron a été accusé de VSS, mais on va un petit peu en faire la fête. Qui montre quand même qu'il y a quelque chose en interne de dénigrement total du témoignage de Christa. Le témoignage de Christa n'est absolument pas pris au sérieux en interne, puisque ils font la fête et puis ils ironisent déjà sur la notion du fait que soi-disant Dany mettrait tout le monde sous emprise. C'est peut-être pas le moment, hein. Le 5 mars 2025, le streamer politique annonce se mettre en retrait de la chaîne de plateforme Twitch sur laquelle il co-anime des émissions en direct Dany et Raz, produites par la société Zawa Prod dont il est l'actionnaire principal. Un jour on va se faire cancel, on nous menace avec ça, il y a des gens qui veulent qu'on soit fini. Ça c'était la fameuse rhétorique, vous voyez, de les gens sont nos ennemis, c'est ce que je vous disais. Ils antagonisent du coup les personnes qui vont expliquer ne pas soutenir
leur attitude, ils vont les antagoniser, en faire des adversaires pour ne pas avoir à répondre à leurs arguments finalement. Et ça détourne finalement l'attention de l'accusation de VSS vers les gens c'est des méchants. C'est un procédé de manipulation qu'on avait analysé ensemble il y a quelques semaines. C'est ce que son acolyte Raz disait. Les deux hommes sont peu clairs, ils évoquent pêle-mêle des relations amoureuses de Danny Caligula, anciennes ou récentes. 3 semaines plus tard, ce dernier revient souriant derrière le micro, il dit « J'ai presque oublié ce que ça fait d'être là ». Je crois que Raz avait repris les lives 5 jours après. Pendant 40 minutes, il lit un texte autobiographique ponctué de morceaux d'analyse politique sur le besoin de faire front à gauche, mais aussi de condamner moins durement les personnes mises en cause pour des violences psychologiques, sexistes et sexuelles. Alors on rappellera que quand il s'agissait de condamner très fermement les Norman et compagnie, les Léo Grasset, il était pour, mais quand ça le concerne, il est contre. On avait déjà parlé de ça. J'avais réagi à ça sur Twitter, j'avais pas réagi à ça en vidéo, j'avais choisi de ne pas le faire. L'influenceur de 32 ans qui a récemment interviewé sur sa chaîne Jean-Luc Mélenchon, François Ruffin et Rima Hassan se voit comme un néo-éditorialiste de gauche. Sur la plateforme Twitch, Danny Eraz approche des 100 000 abonnés. Et sur ses profils personnels, Danny Caligula, un pseudonyme, est suivi par 110 000 comptes sur YouTube, 60 400 sur Instagram. Avec son associé Raz, ils emploient 9 personnes. Ah oui, voilà, vous voyez par exemple, vous vous souvenez quand Zoé avait dit, je sais pas, quelqu'un avait évoqué dans la Padutie, je me rappelle plus très bien de ce live, du coup, ça peut menacer les emplois, et Zoé avait juste dit, j'espère qu'ils ont des contrats, ils ont bouclé. Sur le j'espère qu'ils ont des contrats, en faisant croire que Zoé avait dit qu'ils exploitaient des travailleurs sans leur faire de contrat, et ils avaient dégommé Zoé. Un vrai harcèlement purement misogyne pour le coup, sur Zoé, encore et en boucle et en boucle et en boucle pour lui faire dire ce qu'elle n'avait pas dit. Soit vous étiez dans la doxa, vous les défendiez, soit vous preniez ce genre de truc en boucle, quoi. L'un de leurs leitmotivs, la croisade contre la gauche morale, Danny Caligula a notamment bâti sa carrière sur l'importance de la réhabilitation. Oui, c'est un peu quand ça l'arrange. Encore une fois, là, on va nous demander de réhabiliter Danny. Est-ce que Danny reconnaît les faits? Est-ce qu'il s'en excuse? Est-ce qu'il y a eu réparation pour les victimes? Si oui, on va parler de réhabilitation, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas là pour vouloir canceller des gens ou se substituer à la justice. Mais par contre, on ne nous impose pas la réhabilitation d'un mec parce qu'il a envie de continuer à travailler, de gagner de l'argent aux dépens de tout ce que vous allez lire en dessous. Mediapart s'est entretenu avec une vingtaine de personnes ayant travaillé avec Danny Caligula, partagé sa vie amicale ou amoureuse. Certaines révèlent la violence de propos qu'il tient une fois la caméra éteinte. D'autres rapportent des faits de violence psychologique et verbale, pouvant confiner au harcèlement. Une femme dénonce un rapport d'emprise, une autre un viol. Aucune plainte n'a été déposée à ce jour, et l'intéressé nie en grande partie ces accusations. Vous allez voir, c'est trouble ce qu'il en dit. Au cours d'un long entretien avec Mediapart, Danny Caligula a mentionné des dépressions, confirmé avoir parfois fait du chantage au suicide. Alors ça, c'est de la violence conjugale. Là, on est très très haut. Le chantage au suicide, on est très haut dans la pyramide des violences conjugales. Et en plus, il avait négocié un rapport sexuel, sous peine de mettre fin à ses jours. Donc, vous voyez, là, il y a un truc qui est très très trouble. Il a été harcelant envers une de ses ex. Il estime que l'accusation de viol serait une transformation a posteriori d'un événement qu'il qualifie de flou. On va en reparler. Les VSS, personne n'y survit à gauche, a-t-il asséné en préambule, sauf toutes les personnalités de gauche, qui sont toujours toutes là. Peut-être à part les racisés comme Taraboaf, mais sinon elles sont toujours toutes là. Personne ne cherche à comprendre, c'est un free shot pour nos adversaires d'extrême droite, mais aussi de gauche, voyez. C'est-à-dire, le problème, c'est pas qu'il y a des témoignages contre lui, le problème, c'est qu'il y a des méchants. Faites attention à ce discours. Bon, on va tout lire. 2 jours à Montpellier. Marion a 32 ans. Si elle prend la parole aujourd'hui, c'est qu'elle n'a enfin plus peur de celui qu'elle appelle son violeur. Marion est une artiste estimée pour ses œuvres féministes, dont plusieurs abordent le sujet de la reconstruction après un viol. Elle ne souhaite pas se cacher, mais elle demande que son nom d'artiste ne soit pas mentionné pour ne pas être défini par lui. Et vous respectez ça, s'il vous plaît, si vous savez de qui il s'agit. L'histoire qu'elle confie à Mediapart n'a jamais été rendue publique, mais elle l'a racontée à d'autres au fil des années. Son ancienne colocataire, sa mère, son frère, des amis et d'anciens proches de Danny Caligula, ces derniers et dernières confirment une constance dans les faits rapportés. Je ne sais pas comment Mediapart a travaillé, je ne sais pas si tout ce que vous allez lire là et les faits de propos grossophobes, transphobes, etc. sont tout ce que Mediapart a récolté. Je ne sais pas s'il y a un deuxième volet de prévu. C'est une méthode que je trouve particulière, moi, que je n'apprécie pas beaucoup, qui je trouve est une méthode un peu perverse. Genre, on va voir comment il se défend, puis s'il se défend mal, on va en remettre une couche. Mais bon, on sait comment Mediapart travaille. Ils disent avoir interrogé 20 personnes au total, et puis il n'y a pas 20 personnes qui apparaissent dans l'article. Donc, je ne sais pas s'il y a autre chose qui s'apprête à sortir. Je ne sais pas.
Marion et Danny Caligula ont 18 ans quand ils entament une relation amoureuse à distance en mai 2011 qui se solde par une rupture 4 mois plus tard. Commence alors un flot d'appels et de messages. Il m'appelle bourré pour me traiter de pute, puis le lendemain pour s'excuser. Il m'écrit tout le temps, souvent très tard la nuit, il me dit qu'il a envie de se tuer. Un comportement que le streamer confirme à Mediapart, expliquant avoir été à ce moment-là dans une dépression qu'il n'avait jamais vécue d'une telle ampleur. Oui, mais il y a des personnes qui, dans le cadre d'une dépression, demandaient, je sais pas, à Psychoquack ou à Padurine qui travaille avec des personnes qui sont dépressives, qui ne traitent pas des femmes de pute. C'est-à-dire que ce qui est en train d'expliquer Dany ne l'excuse pas. Demandez-leur, c'est eux qui traitent des personnes dépressives, mais je suppose que quand il y a des personnes qui sont dépressives, il y en a certains qui écoutent de la musique sur leur lit en boucle en attendant que la journée passe. Là, Dany, non. Là, il l'appelle pour traiter de pute et lui dire qu'il a envie de se tuer, quoi. Danny Caligula étudie alors à Montpellier. Après 2 mois de détresse, insultes et chantage, Marion accepte de faire un détour pour le voir en décembre 2011. Je me disais, s'il meurt, ce sera ma faute. Donc voilà la violence psychologique qui s'est développée, quoi. À son arrivée, Marion raconte découvrir avec surprise un Danny Caligula tout content qui aurait tenté de l'embrasser d'office. Elle refuse. Alors il propose un câlin, puis essaie de me prendre la main. Il continue de gratter des marques d'affection, des bisous dans le cou. Dans la chambre du logement étudiant du jeune homme, il aurait de nouveau tenté de l'embrasser. Elle aurait refusé avant de céder tout en tentant de mettre des distances. On va lire un témoignage d'agression sexuelle présumée, donc accrochez-vous, c'est dur. Danny Caligula aurait alors entamé de nouveau un chantage au suicide. Il se tient entre moi et la porte, se braque, et il me dit « Si tu ne couches pas avec moi, c'est que tu me trouves laid. Et si tu me trouves laid, je n'ai plus qu'à mourir. » Le streamer aurait alors menacé de s'ouvrir les veines. Je lui dis de ne pas le faire. Il me répond « Donc, on peut coucher ensemble. » Je finis par céder. Voilà. Ça, c'est un rapport sexuel obtenu sous la contrainte. Et donc, ça peut être qualifié effectivement de viol, tout à fait. De la relation sexuelle qui a suivi, Marion dit ne pas garder de souvenirs à part une dépersonnalisation, de voir la scène du dessus en étoile de mer complètement amorphe. Il a eu ce qu'il voulait, conclut-elle aujourd'hui. C'est un type de témoignage très classique, on a l'habitude d'entendre ça malheureusement chez les femmes qui ont subi de la violence sexuelle. Au réveil, Danny Caligula aurait été extatique, Marion était encore choquée. La journée passe, il aurait insisté pour lui offrir des cadeaux en ville. De retour dans la chambre, je regarde les trains pour partir, mais il me flique, me demande ce que je fais sur mon téléphone et veut que je reste encore une nuit. Donc on a déjà tous les trucs de l'emprise qui sont mis en place. On va une forme de love bombing, on va offrir des cadeaux qui ont des rapports sexuels, c'est tout à fait discutable. C'est probablement pas comme ça que ça a été pensé, mais comprenez que si on prend le témoignage au pied de la lettre, elle subit une agression sexuelle ou un viol en fonction de comment les faits pourraient être qualifiés. Si un jour il y a une plainte, si le témoignage est vrai, bien sûr, on va évidemment partir du principe qu'il est de bonne foi. Et en retour, qu'est-ce qui se passe le lendemain ? Il y a des cadeaux qui sont offerts, ça questionne quand même. Puis, c'est ce que dit l'artiste, la scène de la veille se serait reproduite, il redit « Tu ne me trouves pas beau », il me dit qu'il va se tuer dans la salle de bain, il me parle de son rasoir, il me dit comment il va faire. Cette fois, dit-elle, elle arrive à prétexter un mal de ventre pour éviter un rapport sexuel, mais elle accepte de le masturber mécaniquement. Ça, par exemple, c'est la description de ce qui pourrait être qualifié comme une agression sexuelle. Une nuit passe encore et l'angoisse de Marion va atteindre son paroxysme au réveil. Je me suis mise à halter. Je n'arrivais plus à respirer, j'ai fait une énorme crise de panique. Il a alors complètement changé d'attitude, m'a accompagné au tram et m'a lâché là. Et là, on a un truc très très proche de ce que Christa racontait sur la façon dont il gère la détresse de ses compagnes. Auprès de Mediapart, Danny Caligula nie toute contrainte physique ou psychologique. On rappelle que dans le premier live qu'ils avaient tenu avec Raz, où ils ont tenté de faire du damage control, la seule chose qu'ils disaient, c'est la seule chose que cette ex a à dire sur moi, c'est que je l'avais peut-être un peu harcelé sur Facebook, ce qui est déjà beaucoup. Ça, il ne l'a pas raconté. Il nie toute contrainte physique ou psychologique, un élément essentiel en droit français pour qualifier un viol, bien qu'il reconnaisse une zone de flou. Et là, vous voyez, voilà, il reconnaît quand même qu'il y a un flou sur ce rapport sexuel. C'est pas normal, le rapport sexuel n'était pas sain dans ce cas-là. Il reconnaît avoir parlé de ses envies suicidaires, donc ça c'est une reconnaissance très claire d'une violence psychologique sur conjointe. Alors là vraiment, la menace de suicide, on est très haut dans la pyramide. Mais je ne m'en suis pas servi pour lui imposer quoi que ce soit, quand bien même. C'est une technique de manipulation psychologique très, très violente, reconnue comme telle. Vous allez peut-être pas me croire sans parole, mais on va prendre le violentomètre, parce que vous pourriez tout à fait me dire, tu dis des choses Stéphane, mais il faudrait peut-être les prouver. Donc si on prend le violentomètre, alors est-ce qu'il est possible d'ouvrir simplement l'image dans un onglet. Ici, vous voyez, on est très loin dans le rouge, menace de se suicider à cause de toi. Qu'on est entre 19 et 20 dans le degré de violence sur 24 maximum. Menace de suicider à cause de toi. On est très haut dans le violentomètre. C'est de la violence conjugale pure. Et il le reconnaît. Danny Caligula reconnaît avoir utilisé ce genre de propos. Bref.
Il dit « Je ne me suis pas servi de ça pour lui imposer quoi que ce soit. Pour moi, je ne l'ai pas menacée, je ne l'ai pas contrainte. Elle pouvait partir, elle pouvait me dire non. Alors elle dit le contraire, c'est beaucoup trop grave. Si elle m'avait dit non vraiment en mode je ne veux pas faire ça ou arrête, je me serais arrêté. Il semblerait qu'elle l'ait au moins fait comprendre. Il reconnaît toutefois qu'il avait conscience que ce n'était pas le big love ce week-end-là, ça n'a rien à voir, et il suppute qu'elle était mal à l'aise car elle aurait entamé une relation amoureuse à Paris avec un autre homme. Rien à voir. Sur la crise d'angoisse de Marion, il confirme, je me rappelle qu'elle me dit qu'elle veut rentrer plus tôt finalement parce que c'est inconfortable, c'est une mauvaise idée. Lors de l'échange avec Mediapart, Dani Caligula a d'abord indiqué s'être masturbé seul le deuxième soir. Confronté à la version de Marion, il a finalement confirmé lui avoir demandé de le faire, mais selon lui, il ne franchit pas les lignes. Bon, écoutez, vous faites ce que vous voulez de ça, mais bon, moi je trouve ça inquiétant. Marion est formelle, il sait que je l'ai vécu comme un viol. Dani Caligula lui assure que Marion ne lui aurait jamais dit directement. J'ai l'impression que cette accusation de viol, elle vient plus tard. J'ai l'impression qu'il y a quand même une post-rationalisation qui transforme cette situation en accusation de viol. Bah oui, tu découvres pas, Dani, qu'il faut parfois du temps aux femmes pour réaliser ce qu'elles ont subi. La jeune femme a pourtant explicité la façon dont elle a vécu les choses à 2 reprises par écrit. En avril 2013, elle lui dit, on la cite, excusez-moi, ce qu'il s'est passé là-bas est vraiment terrible, tu m'as fait du chantage au suicide pour qu'on couche ensemble. Elle précise à l'époque qu'elle ne l'accuse pas de viol, ce qu'elle fera plus tard. Dani Caligula répond, tu viens de sérieusement m'inquiéter, mais admet quand même qu'il a dû être lourd et qu'il a dû insister pour qu'ils se remettent ensemble pendant ce week-end et qu'ils se revoient par la suite. Il ajoute, je n'ai pas souvenir non plus de t'avoir entièrement forcé, surtout qu'à part le premier jour où tu me repoussais un peu, on s'est comporté amoureusement ensuite jusqu'à ton départ, donc elle l'a bien repoussé. Une des raisons pour lesquelles là je me mets en facecam, c'est parce que je ne souhaite pas vous montrer les échanges écrits. Vous me direz, vous pourrez aller les lire sur Mediapart, bien sûr, mais moi je ne souhaite pas vous les lire. Simplement sachez que ce que Mediapart vous affirme est sourcé par des échanges écrits, mais je trouve ça impudique. En mars 2024, alors qu'il la contacte à nouveau par message, elle est ferme. Tu m'as forcé à Montpellier, je n'avais pas envie, je n'avais pas le choix. J'ai fait des cauchemars, des insomnies, des crises d'angoisse, de spasmophilie interminables, sans réussir à mettre le mot sur ce qui n'allait pas, refusant le terme, comme tu t'en rappelles peut-être, dans notre dernier échange. J'ai regretté des tas et des tas de fois de ne pas avoir porté plainte. Je trouve ça injuste que tu t'en sois sorti sans aucune conséquence. Dani confirme avoir lu ces messages, mais estime encore aujourd'hui que son ex-compagne l'accusait seulement de harcèlement ou d'une zone grise. C'est quand même déjà très grave en plus, hein. En revanche, il admet lui avoir envoyé des messages non désirés. Il dit « Je reconnais que c'est fondé ». Classique, hein. Ils ne reconnaissent que les preuves matérielles. Et vous allez voir que les photos en question, on va en parler. Hein. Marion a souvent hésité, mais elle n'a pas déposé de plainte. Je ne crois pas à la justice, je veux une reconnaissance de la société, de sa société. Je veux qu'il se demande comment on fait pour que ça ne se reproduise pas. Je rêve de ne plus le voir exister sur Internet, qu'il fasse un autre métier, qu'il ne lui procure pas un tel pouvoir social. Elle a tout à fait raison de dire ça, parce que ce pouvoir social est précisément ce qui peut permettre, justement, de commettre une agression sexuelle. J'ai été distrait par un bruit un peu étonnant, excuse-moi. Sa mère soutient ce choix, bien qu'elle l'ait encouragé au début à se tourner vers la justice. Bien sûr, dans une société parfaite, on se dit on y va, souligne-t-elle auprès de Mediapart. Mais là, le résultat risque d'être pire, et il faut être en état de le supporter, ça c'est sûr. À l'évocation de la possibilité de quitter la scène publique, Dani Caligula s'agace et invoque la gauche. Il dit donc c'est une peine sociale. C'est là où j'ai un problème politique et je ne suis pas le seul. De nombreuses féministes, personnes queer, afro-féministes, particulièrement aux États-Unis, savent à quel point il y a quelque chose qui est loin d'être de gauche là-dedans. Oui, mais là-dessus, il a raison, mais il sort la carte pour essayer de se sortir de ça. Là-dessus, il a raison. Évidemment que la substitution d'une forme de justice sociale à la justice est un problème, avec du coup une réclamation de sorte de peine, de sorte de cancel comme il l'appelle, mais ça n'existe pas vraiment. Bien sûr que c'est un problème, mais en fait, si vous voulez, c'est un problème qui concerne effectivement la gauche. La gauche devrait se demander qu'est-ce qu'on est censé faire. Parce qu'on est censé faire, c'est militer pour des politiques de gauche qui va redonner beaucoup de force au pouvoir judiciaire en France, pour leur permettre de travailler dans de meilleures conditions, avec plus de magistrats et de magistrates, avec plus de moyens, etc. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en attendant, 2 possibilités. Soit on se positionne dans un discours antiféministe comme Dany et Raz ont commencé à le faire récemment. Et rappelez-vous ce que j'avais pré-shot. S'il y a plus qui sort, soit ils reconnaissent les faits au risque du coup de perdre beaucoup d'abonnés, soit ils développent un discours antiféministe encore plus radical. Donc soit vous développez un discours antiféministe et anti-MeToo en disant c'est à la justice de le faire, soit vous avez une vision un peu matérielle de la chose en disant tant que la justice ne peut pas le faire, eh bien il faut qu'on accepte que les substituts puissent être ce qui permet aux victimes d'aller mieux et de se guérir, à savoir le call-out. Le call-out n'est pas une bonne solution. Mais dans un monde dans lequel la justice ne peut pas prendre en charge les femmes qui subissent des violences sexuelles, c'est la moins mauvaise. Et ça, il faut qu'ils l'acceptent. Donc c'est bien de vouloir tenir un discours politique idéaliste,
Mais tant que la justice n'est pas mieux dotée, ne permet pas de mieux traiter ces affaires-là, les femmes n'ont que le call-out. Il poursuit. Si je prends ça d'un côté plus négatif, je me dis, au fond, ce qui la dérange vraiment, c'est que j'ai du succès. Et voilà, vous voyez, en fait, elle lui en veut pour son succès. Maintenant, c'est pas du tout impossible qu'elle lui en veuille d'être encore un personnage public malgré ce qu'elle lui a fait. Ça, on peut l'entendre. Je veux dire, quand une personne a subi une agression sexuelle ou un viol présumé de la part d'un acteur, voir cet acteur à l'affiche est violent, donc on peut aussi le comprendre. Si j'étais boulanger, est-ce qu'elle en ferait toute une histoire ? Si tu étais le boulanger de son village, oui. Oui, si tu jouissais d'une forme d'autorité, oui. Donc je devrais reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait et perdre mon métier. Ouin, comme s'il allait perdre son métier. Hein. Moi, je vous le dis, hein, ça va rien changer. Hein. Je suis très pessimiste, mais ils vont perdre 25% d'abonnés, ils vont se refaire tranquillement, ils vont développer un discours antiféministe avec le temps, et puis ils vont garder la même équipe de personnes ultra violentes, races, cassantes, qui vont injurier tous les gens qui ne soutiennent pas Dany, etc., comme ils l'ont fait. Moi, je préchote que ça va rien changer. Après ce week-end à Montpellier, le jeune homme envoie encore de nombreux messages à Marion, il la dénigre, il lui dit qu'elle lui manque, critique ses tatouages et ses œuvres, donc là on a vraiment de la manipulation psychologique très violente. Parallèlement, des commentaires haineux anonymes apparaissent sur le blog de Marion pendant près d'un an. Donc ça, ils en avaient parlé, qu'il l'avait harcelé sur les réseaux. Genre, t'es idiote ou tu le fais exprès. Putain, mais c'est trop de la merde ce que tu fais. Je n'arrive pas à savoir si tu manques cruellement de vocabulaire ou si tu fais semblant d'être simplette. Elle a 19 ans, je crois, c'est ça. Hein. Dur d'être confronté à ça. Il nie être à l'origine de ça, alors que dans son live, Dany Caligula disait qu'il était à l'origine de ça, donc là il le nie, mais il disait oui, c'est vrai qu'on l'avait harcelé sur Facebook. Il dit à part un commentaire sur Facebook, mais il concède avoir été proche de certains auteurs de ces messages. En live, Dany, tu as dit que c'était vous, hein, que vous l'aviez harcelé. Hein. L'un d'entre eux était son colocataire, Nicolas. Auprès de Mediapart, ce dernier se rappelle que le streamer se présentait comme la victime après la rupture, c'est le fameux Darvo. Les gens qui avaient parlé de Darvo, Dany, Raz et Cassandre ont quand même dit ouais, il y a machin, il a parlé de Darvo. Non mais lol, Darvo, bah ouais, les gars. Vraiment, va falloir réfléchir votre structure là. Hein. En août 2022, alors qu'ils ne se parlent presque plus, Dany Caligula envoie une photo à Marion, une image de ses testicules en gros plan. Ça, c'est considéré aujourd'hui comme une agression sexuelle. Hein. Les couilles inoubliables, précise-t-il dans la conversation consultée par Mediapart. Il ajoute que le cliché serait toujours mieux que le livre que l'artiste s'apprête à publier. De l'autre côté du téléphone, Dany Caligula aurait été ivre et hilar, se remémore Nicolas présent à ses côtés. Je me souviens qu'elle a répondu « J'en pleure » par écrit, je me suis rendu compte que ça allait trop loin. Concernant la photo de ses parties intimes, le streamer dit aujourd'hui le regretter énormément, précisant avoir envoyé le cliché à la moitié de son répertoire. Bah oui, du coup, c'est une agression sexuelle. Du coup, tu as commis des faits qui sont constitutifs d'une agression sexuelle à la moitié de ton répertoire, Dany. Bref. Bon. Oh là là, tout ça c'est dur. Là. Ce qui vient, vous n'allez peut-être pas vous y attendre, mais c'est compliqué. Après la conversation de 2014, des échanges entre Dany et... En fait, si vous voulez, ce qui est dur, c'est qu'il va y avoir des propos transphobes très violents. Et... si vous voulez, ils vont faire la morale à tous les vidéastes au sujet de la transphobie et les voir du coup tenir les propos que vous allez entendre, moi vraiment me rend très triste en fait. Me rend vraiment très triste. Et voilà, bon. Après la conversation de 2014, les échanges entre Dany Caligula et Marion prennent fin. La jeune femme s'enfonce dans le mal-être. Sophie, avec qui elle a habité des années plus tard au Canada, se souvient que Marion qualifiait systématiquement ce qu'il se passait de viol. C'est la première fois que je voyais quelqu'un qui avait tellement envie de mourir, rapportait à la Mediapart, encore ému. Un détail l'avait marqué. On la cite. Je me souviens que pour elle, la pénétration qu'elle avait vécue était d'une même violence que d'avoir dû le masturber. Fin de citation. Dany Caligula prend lui du galon, il s'investit dans la vulgarisation politique, il est lui-même victime d'un violent cyberharcèlement, c'est tout à fait vrai. Après avoir réalisé une vidéo sur un streamer d'extrême droite, une ancienne compagne se souvient qu'il en souffrait, ne parvenant pas à détacher le regard des messages sur les réseaux, je comprends. Ça doit être très difficile, et effectivement, personne ne doit nier qu'il a subi beaucoup de harcèlement de la part de psychodéliques. Voilà, je comprends que ça puisse être dur, mais ça n'excuse en rien le reste des faits. Dany essayait de m'expliquer ses histoires parfois en boucle, ça le travaillait beaucoup. On comprend, hein, tout le monde comprend, voilà, tout le monde comprend. Mais ça ne doit pas servir de justification pour le reste. Dany essayait de m'expliquer ses histoires en boucle, ça le travaillait beaucoup. La dépression l'isole de lui-même et des autres, mais c'est quelqu'un que je valorise beaucoup, qui m'a permis d'évoluer, qui a été patient avec moi. Cet encart, bon, il est compliqué. En privé, transphobie et sexisme vont bon train. Plusieurs personnes ayant collaboré ces dernières années avec Zawaprod rapportent que les streamers seraient bien plus injurieux hors micro qu'en direct. Oh, la vache. Un proche mentionne par exemple des propos violents et discriminants que Dany et Raz s'échangent sur un serveur informatique privé.
Le 7 mars 2023, Dani Canigula surnomme ainsi une journaliste et streameuse féministe la petite pute de Numérama, mécontent qu'elle ait été invitée sur France Culture plutôt que Zawa Prod. Le lendemain, il passe l'après-midi à insulter une streameuse trans. Oh là là, que je connais en plus, je suis tellement désolé pour toi. Ce gros porc diabétique sous assistance respiratoire, commande Dani Canigula. Raz enchaîne, publiant une photo de la Twitcheuse. Oh, le porc qui respire, enchaîne-t-il. Contre un militant antiraciste noir actif sur les réseaux sociaux, Dani Canigula dégaine, on voit son gras en HD. Et de se moquer de l'intersexuation du militant. Intersexe, il est garçon et gros en même temps, je crois. Son ami, le streamer Cassandre, un homme trans aujourd'hui employé de Zawa Prod, abonde. Il a un déséquilibre hormonal à cause de sa graisse et du coup il se dit « Hihi, je suis un peu féminin du coup ». La cible de leurs injures avait mentionné 1 an plus tôt sur Twitter que Dani Canigula serait accusé de violence sexuelle. Interrogé sur ce point, le streamer s'emporte, on se déchaîne entre nous, c'est tout. On se moque tout le temps, on stream, ce n'est pas hypocrite, on défend le droit à l'humour et de dire des crasses en privé avant de se faire menaçant. À ce que je sache, ce qui est plutôt illégal, c'est la divulgation des conversations privées. Je suis pas sûr que menacer Mediapart soit une bonne idée. Contacté, Cassandre et Raz abondent. C'était un moment où on subissait beaucoup de harcèlement, on relâchait la pression. On a toujours exorcisé le harcèlement qu'on prend de l'extrême droite en les imitant, en se moquant d'eux. Bah là, c'est des militants de gauche, arrêtez de dire n'importe quoi. En reprenant leur thème, mais cette frustration-là, elle ne doit jamais retomber sur personne en public. Bon. Demandez à des avocats qui travaillent avec des gens qui ont subi du cyberharcèlement. Il y a des clients qui subissent du cyberharcèlement qui se replient sur eux-mêmes, et puis il y en a d'autres qui tiennent des propos grossophobes, transphobes, contre des collègues vidéastes gauche ou qui traitent des journalistes de putes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont subi du harcèlement, ce qui est tout à fait vrai, et on compatit avec ça, que du coup ce qui vient derrière est une conséquence logique. On peut pas dire ça. Dani Canigula rencontre alors Raz, se définit désormais comme queer ou bisexuel, et débat en direct sur Twitch avec d'autres streamers. Il développe des théories sur la cancel culture à laquelle il s'oppose. Ça dépend pour qui. En juin 2020, il lance une vidéo en direct avec Raz et Marissé, cofondatrice de Zawa Prod, qu'elle a quitté en 2022. Ils y supputent que certaines victimes de violences auraient parfois intérêt à mentir pour devenir célèbres. Dani Canigula ajoute « Moi aussi on m'accuse de choses dans ma vie privée depuis des années, c'est ça qui me fait peur aussi. Le direct provoque un tollé chez certains spectateurs et certaines spectatrices. » Au téléphone, Marissé explique à Mediapart qu'elle n'avait à l'époque pas connaissance de ce dont il parlait vraiment. Peu de temps après notre rencontre, dit-elle, il m'avait dit qu'il avait envoyé une photo de ses testicules à son ex Marion qu'il regrettait. Je n'étais absolument pas au courant d'une accusation d'agression sexuelle ou de viol. C'est là qu'il y a un manque de formation en général, parce que envoyer une photo de son sexe non consenti est qualifié d'agression sexuelle aujourd'hui. Nicolas, l'ex-colocataire, n'a plus de nouvelles de Dani Canigula pendant des années, jusqu'à ce jour de mars 2025 où il prend connaissance du témoignage de Christa Vango. Il la contacte. Je lui ai dit que je la croyais, j'étais surpris de reconnaître des mots similaires à comment il m'avait fait me sentir. Depuis le début de l'année, Christa Vango enchaîne les publications sur sa relation avec le streamer, avec qui elle a été de mai 2022 à fin 2023 sans le nommer. Je ne sais pas ce que j'espérais, c'était un peu comme une bouteille à la mer, explique-t-elle à Mediapart. Elle parle en son nom, car, dit-elle, ce n'est pas à moi d'avoir honte, c'est tout à fait vrai. Évidemment. Cette bouteille a fini par être attrapée par Tedak, un gamer, un passionné de jeux vidéo, anciennement proche de Dani Canigula. Il lui écrit « Tu as tout mon soutien, vu comment il pouvait agir de manière chelou avec toi, en faisant passer ça pour des vannes, et aussi vu comment il parle des meufs en général. » Christa Vango, mannequin noir et créatrice de contenu antiraciste sur les réseaux sociaux, dit avoir dépéri au cours de leur relation. On la cite « Je suis tombé dans un grave épisode dépressif, j'ai perdu du poids, j'ai été hospitalisé, j'ai développé des abcès. Des certificats médicaux en attestent. » On la cite de nouveau « Dans ma vie, j'ai déjà eu des épisodes dépressifs, il y a un terreau acte tel, mais quand on s'est mis ensemble, j'allais bien. C'est à cause de notre relation que j'ai plongé. » Fin de citation. Pour appuyer son témoignage, Christa Vango collectionne les anecdotes sur ce qu'elle considère être une relation d'emprise. Il y a eu ses copines dont elle s'est éloignée. Voilà, donc là on parle de comment ça se passe au sein du couple. Il ne me disait pas de ne pas les voir, mais répétait que c'était des normies, assure Christa, un grand classique, contrôle social, voilà, pour isoler du coup la victime de ses ressources. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous expliquais, ça c'est fait en interne avec la victime, on va l'isoler de ses ressources. Et en externe, on va faire pareil. Les gens qui vont témoigner du soutien à Christa, on va les dénigrer, on va les abîmer pour qu'ils ne prennent le moins possible la parole. On va les traiter, je sais pas, de récupérateurs, de vautours, de rapaces, vous voyez, toutes ces choses-là, pour isoler la victime. C'est un truc de la stratégie agresseur assez classique. Et donc, on voit comment ça a été mis en place au sein de la relation et comment après, les amis de Christa qui lui ont écrit ont été décrédibilisés pour que Christa ait encore moins de soutien au moment où elle parle. C'est terrible, hein, c'est terrible ce qu'elle a vécu et ce que les amis de Christa ont vécu. Il suffisait que je fasse une petite réflexion pour que je cogite et finisse par m'éloigner d'elle.
Son amie Juliette confirme. Elle s'est éloignée de nous progressivement, soyons honnêtes, on ne la voyait plus du tout à Bond Stacy. Il y avait son apparence physique, je n'étais pas apprêté pour lui, plusieurs fois je me suis changé pour que ça lui convienne. Il y avait l'alimentation, il faisait des remarques sur ce que je mangeais en disant que c'était dégoûtant. Tedak confirme, beaucoup de remarques qu'il pouvait lui faire concernaient la nourriture. Bref. Là, on va expliquer un petit peu comment l'omerta sur Internet autour de Danny et Raz se met en place. De son côté, Danny Canigula n'accepte pas de tort individuel, dénonçant des comportements toxiques équivalents chez son ex. Encore une fois, c'est possible. Maintenant, là, il est accusé de viol, il est accusé de violence psychologique, on découvre, et il le reconnaît, de toute façon, il reconnaît les trucs sur lesquels Mediapart a des captures d'écran. Avant envoyé des photos de son sexe non consenti à la moitié de son répertoire, il reconnaît qu'il y a eu des zones grises. Donc, j'ai envie de dire que si la toxicité était bilatérale dans ce couple avec Christa, c'est le cadet de nos soucis. Et en plus de ça, et du coup, ça justifie le contrôle du corps, etc. Donc c'est une affirmation que je trouve très péremptoire de sa part. Moi, je ne la crois pas. Moi, je n'ai aucune raison de croire cette déclaration. Mais bref. Il explique s'être senti coincé dans cette relation où la peur de l'abandon était pesante. J'avais une forme d'épée de Damoclès sur la tête. Il nie avoir critiqué ses habits, mais mentionne des discussions de couple quand on aime bien se faire beau. Sur la nourriture, il ajoute « Dire à quelqu'un « Attention à ce que tu manges, ce n'est pas la dénigrer ». Et il estime qu'elle critiquait son alimentation à lui. Donc il y a des personnes, là j'en appelle à vous, qui se sentent en insécurité en couple. Quand vous vous sentez en insécurité en couple, comment vous réagissez ? Est-ce que vous contrôlez le corps de l'autre comme ça en faisant des remarques dénigrantes sur sa vie ? Ou est-ce que vous vous pliez en quatre pour plaire à l'autre en espérant qu'elle parte pas ? Dites-moi. Parce que Danny prétend que c'est un peu comme ça que tout le monde réagirait. Raz, qui habite avec Danny Canigula lorsqu'il sortait avec Christa Mango, indique qu'il s'agissait selon lui d'une relation conflictuelle qui devait se finir. Ce n'est pas pour rien qu'il l'a quitté, dit-il. Je n'ai pas envie de criminaliser ni l'un ni l'autre, mais si le concept de violence psychologique est appliqué à Danny, il doit aussi être appliqué à Christa. Ça, franchement, Raz, mais vraiment, mais vous êtes d'une violence misogyne. C'est-à-dire que dans le cadre d'un couple hétérosexuel, ce qu'il est en train d'expliquer, Raz, c'est que s'il y a deux comportements toxiques similaires, c'est la même toxicité. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne comprennent pas que dans le cadre d'un couple hétérosexuel, il y a un rapport de domination qui induit un rapport de force qui fait que les deux personnes ne sont pas du tout au même niveau et que des mêmes faits ne sont pas de la même gravité. C'est fou qu'ils ne comprennent absolument rien à la thématique des VSS et qu'ils fassent la morale au monde entier. Enfin bref. Le streamer estime que la jeune femme serait en colère, car l'entreprise aurait refusé de lui prêter une caméra après la rupture. Et voilà, ils utilisent un élément du témoignage de Christa pour essayer de faire croire aux gens qu'il n'y a que ça qui justifie son témoignage. Elle veut non seulement me faire couler moi, mais idéalement, si ça peut faire un peu de mal à la Zawa Prod, la créatrice de contenu a échangé régulièrement avec le streamer jusqu'à l'été 2024. Aujourd'hui, elle assure qu'elle ne veut plus avoir affaire à lui. On arrive à la fin de l'article. Peu à peu, le comportement de Danny Canigula fait l'objet de discussions dans les espaces militants à gauche. Alors ça fait longtemps. En décembre 2024, alors qu'un Zawa Show se prépare avec les députés François Ruffin et Aymeric Caron, écoutez ça moi je l'ignorais, un collectif de musiciennes féministes annule sa venue. Elles ont été informées par Alexia, le nom a été changé, habituée de cette scène musicale, que Marion accuse l'influenceur de viol et de harcèlement. Raz appelle la jeune femme, accompagnée de son petit ami Cassandre, un autre streamer de la Zawa Prod. Ils m'ont tenu la jambe pendant 2 heures. Ils ont essayé de me retourner le cerveau et ils essayaient de me convaincre que ce n'était pas un viol, raconte Alexia. Bravo, hein. Bravo, Raz et Cassandre. Interrogé par Mediapart, Raz répond « Je comprends que ça soit pris comme une défense, mais Danny, c'est quelqu'un qui, à 18 ans, n'a pas su gérer son premier amour, ses débuts de relation, sa dépression, sa période suicidaire. Alors, si vous avez connu des moments dépressifs, j'en suis désolé, j'en appelle à vous. Est-ce que vous avez utilisé cette dépression et cette crainte de vous suicider pour monnayer un rapport sexuel ? Parce que, vous voyez, Raz, il prétend que c'est plutôt normal. Dites-moi, est-ce que vous avez fait ça ? Il explique l'important pour nous, vu que le collectif de DJ se retirait, c'était de pouvoir assurer que ce genre de comportement, même s'il avait eu lieu, était de l'ordre du passé, et que depuis, nous n'avons jamais rien constaté de cet ordre dans ces relations. En discutant avec des gens qui sont sortis avec Danny, en le voyant relationner, on a constaté que la question du chantage, de la coercition, être un agresseur sexuel n'était pas pertinente, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait avec des gens qu'on connaît. Vous imaginez ? Vous avez subi une relation d'emprise et vous avez le meilleur pote du mec qui vous a mis sous emprise, qui vous appelle pour dire il t'a mis sous emprise, mon pote ? Et vous allez dire bah oui, carrément, ouais. Enfin, je veux dire, c'est une blague, Raz. C'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. La chaîne Twitch Danny et Raz a beau s'approcher aujourd'hui des 100 000 abonnés, un beau chiffre dans l'univers du streaming français, c'est moins qu'on puisse dire. Le duo peine à sortir de son statut d'outsider. Danny Canigula l'impute à ses positionnements politiques et au fait qu'ils ne viennent pas de classe privilégiée. Non, c'est le fait que vous insultez la terre entière. Hein.
Ce qui dérange, c'est comment on parle de l'intersectionnalité, comment on parle de féminisme blanc, comment on parle de gauche molle. D'autres doutent toutefois de cette analyse, rappelant que le binôme traîne surtout une réputation de boys club virulent. Un jour, j'ai dit clairement que je ne voulais rien avoir avec eux. Je trouvais leur rhétorique anti-féministe et que Dany avait des casseroles au cul sans trop préciser, rapporte Moody, une streameuse. Super Moody. Super streameuse. Dany m'a proposé de l'appeler, s'est placé comme un mec queer, victime de rumeurs, m'a demandé de laisser une chance à son contenu et je l'ai cru. Pendant un an, je me suis abstenu de tout commentaire. Avec le recul, je trouve ça ridicule. Ultia, bonne streameuse aussi, une autre streameuse bien rodée sur Twitch, abonde. Il y a une espèce d'omerta autour de Dany et Raz. On m'a déjà mis en garde sur le fait que leur communauté est hyper virulente. On l'a vu sur les réseaux. Se faire harceler par une communauté avec qui on n'a aucun lien, c'est une chose, mais là c'est la gauche, c'est censé être mon clan à moi aussi. Ils attaquent beaucoup de monde et ensuite se réfugient derrière la remarque, ils ne comprennent pas, c'est de la gauche molle. Voilà, cet article de Mediapart, un premier volet. Peut-être qu'il y en aura un deuxième, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Il parle quand même de 20 témoins et on n'en a absolument pas 20 là. Il précise à la fin que Dany Canigula a accordé un entretien de 3h45 aux deux journalistes de Mediapart le mardi 29 avril dans les locaux du journal où il s'est rendu seul. Il a demandé à relire ses citations qu'il a amendées très marginalement. Mediapart s'est entretenu avec Raz et Cassandre au téléphone le 5 mai 2025 pendant 1h45. Ils ont également relu leurs citations, modifiées également à la marge. Voilà. Et il y a eu une mise à jour de l'article à 21h50 pour remplacer intersexualité par intersexuation. Bon, voilà du coup. Ça nous permet déjà de rappeler qu'il faut absolument soutenir les deux principales plaignantes de cet article, celle qui raconte un viol et Christa Bango qui raconte les faits de violence psychologique présumée, de soutenir aussi toutes les personnes qu'ils ont pu insulter, qui sont citées dans l'article, en usant d'injures transphobes, rabaissantes, grossophobes, tout ce que vous voulez, la journaliste qui a traité de pute, etc. Et voilà, refaire un point sur le fait que, est-ce que vous comprenez comment tout ça a été mis en place? Voilà. Tout ça a été mis en place parce que il y a des croyances misogynes qui aboutissent à des propos misogynes, qui aboutissent à des actes misogynes, qui aboutissent à des faits d'agression présumée, qui sont allés, d'après l'une des témoins, jusqu'à un viol. Ça, ensuite, une fois que l'entreprise grossit, embauche des gens, eh bien, tout le monde finit par être quelque part un peu complice, de façon passive, et donc, il faut réussir à protéger le secret. Donc, il faut faire en sorte que les victimes ne parlent pas. Donc, il faut les isoler. Et donc, il y a tout ce qui a été mis en place dans l'article que vous avez lu, qui vont permettre de faire douter toutes les personnes, toutes les victimes et tout l'entourage des victimes que ce qui s'est produit, c'est réellement produit, de les faire douter. Le truc sort, des streamers en parlent, des vidéastes sur YouTube en parlent, des tweetos en parlent, il faut les décrédibiliser pour continuer à isoler la victime. Tout ça, en fait, ça participe, 1, à se créer des alliés, et 2, à isoler du coup les victimes pour qu'elles se sentent faibles et qu'elles se sentent vulnérables. Tout ça, c'est de la stratégie agresseur. Tout ce qui s'est passé récemment, à chaque fois que vous les avez entendus dire d'un streamer, c'est pas un vrai féministe, c'est un pro-femme, il a voté RN il y a 10 ans, elle a dit des mensonges sur, elle soutient pas le Stras, machin, pour que leur communauté s'attaque à ces personnes-là, c'est de l'intimidation pure. C'est pour s'assurer que les personnes ne parlent pas. Et ça, c'est redoutable. Et donc, témoignez votre soutien aux personnes qui sont citées dans l'article, parce que cette attitude est dégueulasse. Ce qu'ils ont fait à ces personnes-là est absolument dégueulasse. Et si vous êtes réalisateur de contenu, si vous êtes streamer, si vous êtes sur Twitter, quelle que soit la position que vous aviez eue après le témoignage de Christa, que vous ayez quand même soutenu Dany, que vous soyez positionné dans une position un peu intermédiaire parce que vous ne savez pas quoi faire, ou que vous ayez soutenu Christa, il faut continuer là aujourd'hui à témoigner beaucoup d'empathie envers les victimes. Et vous avez le droit de faire le chemin retour. Même si vous avez tenu des propos pour défendre Dany, faites le chemin du retour aujourd'hui. Évidemment qu'on est en colère contre vous, c'est normal qu'on le soit, il faut nous comprendre, mais il n'y a pas de souci, vous avez le droit de changer d'avis, on vous respectera pour ça, il faut que les victimes ressentent qu'elles sont soutenues. Donc on a besoin de vous, pour manifester du soutien, un soutien réellement inconditionnel, et évidemment pour dénoncer les discours extrêmement violents comme Morgane Merteuil, l'ancienne porte-parole du Stras, qui a publié un truc absolument scandaleux hier. Donc voilà, on a besoin de vous, quelle que soit la position que vous aviez tenue après le témoignage de Christa, on a besoin de vous. Voilà.
et victimes ont besoin de vous. Prenez soin de vous, à bientôt.